Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mon Twitch. Je ne sais pas si vous êtes chaud pour ce Twitch. En tout cas, j'espère que vous passez un bon début de semaine. On va attendre encore quelques secondes. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat si vous êtes là. Salut René, ça va? Coucou Emma. Donc on va se laisser encore quelques secondes, le temps que tout le monde arrive tranquillement. Salut Nakos. Et le Rodolphe. Alors forcément derrière les pseudos je connais pas forcément tout le monde, ou des fois je fais pas forcément toujours le rapprochement avec les gens qui me suivent sur Twitter, donc n'hésitez pas des fois à me dire hey, au fait c'est moi, dans la vraie vie je m'appelle comme ça. Donc bah bienvenue, on va démarrer tranquillement. Donc je voulais, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, me lancer en 2022, faire de temps à autre des Twitch. Donc des Twitch, pas forcément du live coding ou ce genre de choses, mais plutôt parler un petit peu actualité, parler des choses qui me touchent dans la tech, parler de différents sujets, essentiellement des sujets d'actualité. Je voulais donc inaugurer ce premier Twitch réellement solo pour le coup, en faisant un petit peu une sorte de revue de presse des événements passés dans les derniers jours, en m'appuyant un petit peu, pas mal même sur ce que je poste sur Twitter, donc sur les actualités, sur les différentes réactions qu'on peut avoir sur différents sujets. Et puis qu'on puisse se partager ensemble un petit moment sympa au moment de l'apéro. On va essayer de faire durer ça entre 20 et 30 minutes, pas trop déborder, pas que ce soit trop long. Sachant qu'en plus derrière, il y a l'excellent Thierry Chantier, Titi Moby, qui fait son Twitch à 13h. Donc n'hésitez pas à aller le voir, qui lui est un Twitcher bien plus aguerri que moi. Et donc voilà, donc bienvenue à toutes et à tous, super content que vous soyez là et on va commencer à démarrer tranquillement sur la petite revue de presse de ces derniers jours que j'ai faite. Et donc on va démarrer ça tout de suite. Alors... Donc je voulais commencer par cette petite news que j'avais postée. Alors comme vous le savez, ceux qui me suivent sur Twitter, je fais la petite info du jour. Donc tous les jours à 12h15, depuis maintenant plus de 2 ans, je poste une petite info qui reprend soit la naissance de quelqu'un de célèbre, soit une actualité qui est passée soit récemment, soit il y a très longtemps. Et donc je voulais parler un petit peu du ZX80. Donc c'est une petite info du jour que j'ai postée donc le 29 janvier. Pourquoi ZX80? Parce que c'est quand même un ordinateur qui a été assez peu connu en France. Son successeur ZX81 a été beaucoup plus connu, mais ZX81 a été vraiment le premier ordinateur fait par la firme Sinclair, donc firme anglaise, créée par Lord Sinclair, et qui a un petit peu essuyé les plâtres de la firme lorsqu'elle est arrivée sur le marché de la micro-informatique, et qui a donné lieu quelques mois plus tard, donc en 1981, le fameux ZX80 pour lequel beaucoup de personnes de mon âge, donc de plus d'une quarantaine d'années, on va dire entre 45 et 50 ans, ont fait leurs premières armes. Donc c'était une petite machine basée sur un Z80, donc un microprocesseur 8 bits ultra connu de cette époque, avec 1 kg de mémoire vive embarquée, donc ce qui ne faisait pas beaucoup. On l'associait souvent à une extension de 16 kilooctets, avec évidemment chargement des programmes depuis un lecteur cassette audio, donc il fallait avoir le temps. Et donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette news parce qu'en France, il n'a pas été très connu. Il a été vraiment, enfin, son remplaçant, le ZX80, a été beaucoup plus connu que lui, mais il a vraiment quand même inauguré une véritable bascule au début des années 80 sur la bascule vers l'informatique personnelle réellement, où quelque part un ordinateur personnel,
même très limitées, commençaient à devenir très très abordables. Et effectivement, cette époque un petit peu héroïque du début des années 80 est assez intéressante, puisque ça a vraiment lancé quelque part un nouveau monde sur l'équipement personnel des gens, et donc c'est initié à la micro-informatique, la programmation, et certaines personnes dont je fais partie ont fait leurs premières armes sur ce type de machine. Voilà. Et donc, ah oui, alors on me dit dans le chat, j'adore cette news, je réponds plein de trucs à chaque fois. Et ben, pour te dire, moi aussi, j'apprends beaucoup de choses à chaque fois, parce que le fait de créer cette news, donc chaque semaine, je me prends du temps, donc souvent c'est le dimanche matin, pour pouvoir regarder. Je m'alimente beaucoup sur Wikipédia, mais pas que. Et je regarde effectivement quelles sont les news qui pourraient être intéressantes à partager. Alors ça peut être de personnes célèbres. Vous voyez souvent sur mon fil que je parle beaucoup de gens qui sont dans le domaine scientifique, des physiciens, physiciennes, mathématiciens, mathématiciennes, mais pas que, mais quand même beaucoup. Parce que ce sont souvent des personnes qui sont peu connues du grand public, et je pense qu'on a le mérite, qui ont le mérite d'avoir fait des choses quand même assez incroyables, et donc de les remettre un petit peu sur le devant de la scène. Et puis toutes les news autour de la science. Alors je tweete sur ce sujet beaucoup, sur tout ce qui est le spatial, parce que c'est une véritable passion pour moi. Et donc voilà, et donc moi aussi j'apprends souvent beaucoup de choses sur les gens, sur des gens, des scientifiques célèbres, sur des événements passés. Donc voilà, j'aime bien faire cette petite news, et puis ça permet de se créer un petit peu de culture générale en 280 caractères, donc ce qui n'est pas inintéressant. Et hello Stéphane. Donc voilà, donc pour la deuxième news, je voulais revenir sur deux news ensuite qui ont eu pas mal de likes pour le coup, et donc je vais partir sur cette news qui est celle dont je parlais de la création du réseau ARPANET. Donc c'était pas la première fois que je faisais cette petite info du jour, parce que je l'avais déjà faite l'année dernière, mais c'est quelque chose d'important de rappeler que l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, le réseau Internet, je ne parle pas du web, mais vraiment le réseau Internet tel qu'il est, c'est quelque chose quand même qui date quand même de la fin des années 60, donc 4 février 1969, où le réseau ARPANET, qui a été imaginé par la DARPA, a été démontré pour la première fois, donc ce jour-là, le 4 février 69. Et quelque part, ce réseau a été réellement officialisé en 72, et il faut rappeler quand même qu'au départ, ce réseau a été imaginé uniquement pour un but militaire, notamment de défense contre l'agresseur extérieur. Pensons notamment à la Russie pour l'époque, puisque c'était tout ça en pleine guerre froide. Et donc, l'objectif quand même du réseau ARPANET et donc de la DARPA, c'était d'avoir un réseau informatique qui soit résilient et qui puisse résister à toute attaque, notamment une attaque nucléaire. Et c'est bien plus tard, effectivement, que ce réseau est tombé sur des usages qui sont plutôt publics, notamment d'avoir les fondements de l'Internet tel qu'on connaît aujourd'hui. Au début, c'était pour relier essentiellement les universités entre elles, pour pouvoir échanger effectivement des programmes, du code source, et notamment on peut penser au code source d'Unix qui s'est énormément changé au niveau des universités, et sur bande magnétique et via le réseau Internet à l'époque, mais il fallait avoir beaucoup de temps. Et donc, je trouve que c'est un événement important quelque part de notre culture d'aujourd'hui. Vraiment, la naissance du réseau Internet prend sa source effectivement le 4 février 1969. Donc je trouve que c'est important de le rappeler. Ensuite, la news qui a été aussi importante, et là on revient toujours par rapport aux AX80, l'informatique personnelle, etc. Donc c'était la naissance de Nolan Bushnell. Donc Nolan Bushnell, alors les plus âgés comme certains d'entre vous et moi se souviennent de lui comme étant effectivement le créateur d'Atari. Et je pense que c'est une personnalité importante aujourd'hui du monde de l'informatique, et surtout du monde vidéoludique, parce que c'est quand même la personne, c'est quand même un ingénieur à la base, électronicien, on va dire informaticien pour l'époque, donc qui a quand même inauguré tout l'aspect, qui a vu l'aspect ludique de l'informatique, et donc qui a réellement initié quelque part la création de l'industrie vidéoludique. Et donc je pense que sans ce personnage, bien évidemment, le jeu vidéo aurait été créé d'une manière ou d'une autre, ça j'en suis persuadé, mais je pense qu'il a été assez visionnaire quelque part sur ce sujet, en se disant mais voilà, l'informatique naissante, on peut créer du jeu vidéo et même gagner d'argent, puisqu'il a créé
il a imaginé le jeu vidéo Pong, en a fait une borne d'arcade, et c'est ce qui lui a permis aussi de pouvoir, comment dire, commencer à gagner de l'argent et donc de fonder Atari qui, après, vous le savez, deviendra une firme extrêmement connue et extrêmement célèbre du domaine vidéoludique et qui souffrira énormément du crack du jeu vidéo de 1984-1985. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra peut-être dans une prochaine petite info du jour ou sur un prochain Twitch, on pourra parler de ça, parce que c'est les plus jeunes d'entre nous ne se souviennent pas ou ne connaissent pas cet événement où effectivement il y a eu un crack sur le marché du jeu vidéo qui était beaucoup trop inondé de jeux en masse et surtout de mauvaise qualité. Donc Atari a beaucoup souffert de ça à cette période. Pour autant, ça a été quand même la société qui a initié un petit peu le domaine du jeu vidéo. Ensuite, je voudrais revenir aussi sur... alors là, c'est quelque chose que j'ai retweeté ce week-end. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interactions sur ce tweet. Alors, attendez, hop, je ne clique pas sur la bonne fenêtre. Le voilà. Je voulais parler donc de ce personnage célèbre aussi, qui est vraiment, je pense, important aujourd'hui sur... ah oui, tu as raison, tout à fait, René, en parlant de E.T., le jeu vidéo pourri qui a complètement... qui a inondé, enfin qui s'est fait massacrer au moment du crack du jeu vidéo. Ils en ont même enterré des centaines, voire des milliers d'exemplaires dans des endroits, dans des décharges, on peut le dire. Donc, enfin bon, on y reviendra. Donc, je voulais parler donc de notre ami ici présent, donc Ken Thompson, donc qui est quand même un personnage célèbre pour les informaticiens, mais en même temps assez méconnu aujourd'hui du grand public. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interactions avec ce tweet, parce que quelque part, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été quand même extrêmement fédérateur et extrêmement innovant sur beaucoup d'aspects de l'informatique. Donc je le disais, hein, cette personne a quand même, il a juste créé le langage B, qui était précurseur du C. Il a travaillé sur le langage C avec Cunningham et Ricci, puisqu'ils étaient tous issus des laboratoires Bell à l'époque, donc qui étaient quand même des laboratoires de recherche assez connus et assez novateurs sur le domaine de la recherche informatique. Beaucoup de choses sont sorties de ces laboratoires et beaucoup de choses sont sorties justement de la tête de cet homme-là avec ses compères des labos Bell. Donc je passerai pour l'instant sur Cunningham et Ricci aussi, et puis sur d'autres qui ont apporté énormément en informatique. Mais il faut dire que Ken Thompson, c'est quelqu'un qui est encore vivant aujourd'hui, et donc qui est extrêmement prolifique. Comme je disais, donc il a travaillé sur le C, il a co-créé Unix, ce qui est quand même pas rien, puisqu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Unix avec tous les concepts que l'on imagine, tous tes fichiers, un OS très simple, etc. Et ben, aujourd'hui, probablement qu'on n'aurait pas Linux, probablement qu'on n'aurait pas d'autres OS, on n'aurait pas FreeBSD, probablement que Windows et tous les autres OS seraient aussi potentiellement différents. En tout cas, ils ont eu des idées novatrices sur le sujet des systèmes d'exploitation. Et c'est quelqu'un qui s'est énormément investi dans les systèmes d'exploitation. On peut notamment parler de Plan9, qui est extrêmement méconnu du grand public, qui était surtout un projet de recherche. Alors Plan9 vient, c'est un nom un petit peu humoristique de ce système d'exploitation, puisqu'il vient du fameux film des années, je ne sais plus, 40 ou 50, Plan9 from Outer Space. Et donc ce système d'exploitation a été nommé en hommage à ce film. Donc Plan9 a aussi été un laboratoire assez intéressant du point de vue des innovations technologiques pour Ken Thompson, parce que ça lui a permis aussi, je vais revenir juste après, donc d'implémenter l'UTF-8, d'implémenter beaucoup de concepts expérimentaux sur le système d'exploitation. Et même si c'est un système qui n'est pas arrivé réellement entre guillemets en production pour faire des choses, c'est un système qui a permis quand même d'imaginer beaucoup de concepts. Donc il a inventé DBM dont beaucoup de personnes connaissent, l'éditeur Ed forcément. Ed qui a été beaucoup utilisé dans les années 70-80, bien avant que VI arrive. Ils ont inventé effectivement cet éditeur pour pouvoir saisir son code. Et je le disais avec humour, mais c'est une histoire vraie, et il a inventé avec Rob Pike l'encodage UTF-8, donc tout ce qui est Unicode, un soir au restaurant. Alors certaines personnes pensent que c'est une blague, mais pas du tout.
C'est même Rob Pike qui l'a confirmé. Beaucoup de gens pensent à tort que l'UTF-8 a été inventé soit par IBM, soit par d'autres firmes, ou comme ça dans un laboratoire lors d'une grosse séance de travail, mais absolument pas. En fait, Rob Pike dînait un soir avec Ken Thompson. Ils échangeaient à bâton rompu sur le sujet d'encodage de caractères. Et en fait, Ken Thompson a griffonné sur un bout de nappe, sur un set de table, les prémices de l'encodage de l'UTF-8 qui a permis d'obtenir l'encodage qu'on utilise quotidiennement aujourd'hui. Et donc, c'est quand même une petite histoire assez amusante. Donc, si vous voulez, voici le... Alors, attendez, je me suis trompé. Hop, je me suis trompé de fenêtre, une fois de plus. Voilà. Voilà, donc si je prends... Voilà, sur les newsgroups, donc effectivement, je vous mettrai le lien si vous voulez, probablement sous mon tweet. C'est le lien que j'ai retrouvé, dans lequel Rob Pike explique comment est né l'UTF-8. Et donc là, effectivement, il dit beaucoup de gens pensent que c'est IBM qui a designé l'UTF-8, que c'est Plan9 qui l'a implémenté en premier, mais pas du tout. Hein. Avant qu'ils soient implémentés dans Plan9, c'est effectivement ici que ça se passe. Donc c'est Thomson qui l'a inventé sur un set de table un soir au restaurant. Donc salut Miché. Et donc, comme quoi ça montre un petit peu la créativité du bonhomme. Et c'est ce qu'il a pu apporter aussi en termes d'invention pour l'informatique d'aujourd'hui. Voilà. Et sur les petites infos du jour, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces petites infos du jour que j'ai postées ou sur ces retweets que j'ai postés ces derniers jours, parce que je trouve intéressant de pouvoir échanger sur ces gens importants de l'informatique ou sur ces événements qui sont un petit peu importants et qui ont forgé le monde de l'informatique d'aujourd'hui. Maintenant, je vais passer sur tout à fait autre chose. On entend pas mal parler aujourd'hui, ces derniers temps, des NFT. Alors, on peut être pour, on peut être contre. On voit que c'est quelque chose qui émerge et je dirais que c'est intéressant de voir comme différentes plateformes essayent un petit peu quelque part de... Je ne vais pas dire de s'emparer le sujet, mais d'essayer d'apporter un petit peu le NFT à leur plateforme, et notamment Twitter ces derniers temps qui disait si on connecte son porte-monnaie de NFT, son wallet de NFT, eh bien ça nous affiche une image hexagonale directement sur notre profil. Donc alors vous voyez, si je vais sur mon profil à moi, hop, vous voyez ma petite image hexagonale, ce qui fait que alors je ne sais pas si vous voyez, peut-être que je vais zoomer dessus. Voilà, ma petite image hexagonale, donc qui dit que je suis un NFT fanboy, que j'ai connecté mon wallet de NFT dessus, mais bon, pas du tout. C'est humoristique. Pour ma part, je suis pas spécialement embarqué aujourd'hui ou convaincu du NFT. Alors, je sais que c'est un sujet polémique et là, je vais pas du tout cracher sur le NFT, c'est naze ou c'est super, machin, etc. C'est juste que pour l'instant, je pense que le marché est naissant. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant. C'est un usage hyper intéressant, je pense, de la blockchain pour pouvoir un petit peu certifier des transactions. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on dispose d'un NFT qu'on a acheté, eh bien, on dispose de l'œuvre qui est reliée à ce NFT, parce que ce NFT prouve que l'on en est propriétaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'objectif, mais c'est pas si simple que ça, dans le sens où on le voit sur beaucoup de plateformes que je ne citerai pas, où des gens créent des NFT sur ces plateformes et vendent ces NFT qui sont reliés à des œuvres dont ils ne sont pas propriétaires. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on achète plutôt, c'est le certificat plutôt que l'œuvre en tant que telle. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Les experts du domaine me corrigeront si je me trompe. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui restent à développer et à corriger, je dirais, quelque part, pour essayer de montrer que voilà, j'ai posté un NFT sur une plateforme, je l'ai vendu, mais comment garantir que ce NFT que je poste, j'en suis bien propriétaire, légitime, et que j'ai le droit de le vendre, et non pas que je vends un NFT, pour le coup, sur une offre dont je ne suis pas propriétaire. Quelque part, aujourd'hui, rien ne m'interdirait de prendre une image random sur le net, ce que font beaucoup de gens, de créer un NFT sur cette image et de la vendre sur telle ou telle plateforme.
Donc quelque part, je pense qu'il y a encore un trou dans la raquette sur ce sujet. Et, et je pense que c'est embêtant parce que ça crée aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement autour de ce sujet. Et j'ai un peu peur, quelque part, que certaines personnes, peut-être qui prennent pas assez de recul, se fassent un petit peu avoir par rapport à ça. En disant, bah là, je suis propriétaire de cette œuvre, mais en fait, pas du tout. Bon, après, je passerai volontairement sur les singes qu'on vend à des prix ultra faramineux ou d'autres œuvres. J'ai entendu hier, je ne sais plus sur quelle chaîne de la télévision, qui disait que telle œuvre d'un artiste s'est vendue 70 millions de dollars, enfin qu'il a vendu un NFT à 70 millions de dollars. Je trouve que les prix sont complètement délirants, mais ça montre bien qu'il y a un réel engouement par rapport à ça. Mais en même temps, est-ce que ça n'annonce pas une sorte de bulle? Je ne sais pas. N'hésitez pas à commenter dans le chat ou commenter sur Twitter, effectivement, de donner, je pense, un petit peu votre point de vue par rapport à ça. Ce que je veux juste éviter, c'est qu'on se dise, qu'on soit un peu trop manichéen en disant les NFT c'est génial ou les NFT c'est naze, ou toi tu connais rien, donc pourquoi tu parles d'un sujet dont tu connais pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de niveau de grille par rapport à ça. C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui est loin d'être mature encore. Et donc, par rapport à ce sujet, pourquoi je me retrouve du coup avec une photo hexagonale alors que je ne suis pas du tout détenteur de NFT de quelque manière que ce soit, ni d'un wallet par rapport à ça, bah, c'est parce que y a l'ami Mathis Hamel qui a posté, je crois que c'était ce week-end, son générateur d'images au format NFT, donc d'images au format hexagonal, pour dire qu'on est propriétaire de NFT. Et je trouvais ça amusant de voir que finalement, c'est pas parce qu'on a une image hexagonale sur Twitter qu'on est nécessairement propriétaire d'un NFT. Et la preuve, c'est qu'il suffit de se générer une image hexagonale et de la mettre sur son compte pour qu'on fasse croire que quelque part on fait partie de la communauté NFT. Bon, je trouve ça amusant. Pour son générateur, donc j'avais reposté ça sur mon fil Twitter, et donc il a créé donc un petit site. Ici, vous allez directement sur son lien qu'il a partagé. Vous allez donc, c'est mathis.h25.io/nft/ et vous mettez ici votre directement nickname Twitter et ça va vous générer directement votre photo au format hexagonal NFT-like. Voilà, donc... et comme dit Miché, Mathis a frappé encore, ouais, tout à fait, ouais. Il est assez prolifique. Donc je trouve ça amusant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au début j'avais testé son site depuis mon téléphone mobile. J'avais généré mon image NFT, j'avais téléchargé le PNG et avec l'appli Twitter, je l'avais uploadé sur mon profil. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'au bout de quelques secondes, l'appli Twitter remettait l'ancienne image de profil. Et en fait, si vous voulez changer votre image de profil avec un PNG transparent au format hexagonal, ce qu'il faut, c'est aller sur l'appli web Twitter, le site web Twitter pour pouvoir le faire. Donc je vous le dis, Mathis l'avait partagé. Et si vous utilisez son site pour le faire et que ça vous met une erreur, c'est simplement qu'il a implémenté aussi un nombre limité de requêtes par adresse IP, justement pour éviter de se faire blacklister par l'API Twitter. Donc si ça ne marche pas, il suffit de revenir 10 ou 15 minutes après et hop, ça refonctionne. Ça veut dire qu'il y a trop de trafic sur son site. Comme beaucoup de projets qui utilisent les données Twitter pour pouvoir générer des datas. Je pense notamment à Sherpty ou ce genre d'outils. Donc ils sont obligés de mettre en place quand même quelques petits contrôles pour éviter de pourrir l'API Twitter et de se faire blacklister. Voilà pour ce sujet du NFT. Et je voulais vous parler aussi donc par rapport à la petite news que j'ai postée ce matin par rapport à Inkscape. Alors Inkscape, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un logiciel de dessin vectoriel qui existe depuis vraiment extrêmement longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Alors Inkscape, c'est le descendant d'un logiciel qui était extrêmement connu il y a un peu plus de 20 ans que ça, qui s'appelait StudyPody, donc qui a été forqué en Inkscape et donc qui est finalement devenu la référence du logiciel de dessin vectoriel, alors notamment sous Linux, mais il fonctionne sous différentes plateformes. Et je trouve intéressant de vous en parler là parce que c'est un logiciel que j'exploite, alors je ne vais pas dire tout le temps, mais assez régulièrement, notamment pour designer des, comment je
dirais, des dessins vectoriels pour exporter du SVG, voire retoucher des SVG, parce qu'on peut importer des SVG, les retoucher. Ça permet, il y a aussi des outils qui sont assez sympas, qui marchent plutôt pas mal. Vous importez une photo ou une image au trait, vous pouvez la vectoriser aussi. Bien sûr, ça ne donne pas des résultats parfaits, mais ça donne des résultats qui sont plutôt intéressants. Et voilà, je pense que c'est un bon complément en termes de logiciel de dessin par rapport à un GIMP qui est plutôt un logiciel de dessin, pardon, plutôt en mode matriciel. Là, on est plutôt sur un logiciel de dessin en mode vectoriel. Et puis aujourd'hui, comme le web exploite beaucoup les SVG, ça permet aussi de pouvoir designer les SVG qu'on va pouvoir publier sur nos sites. Et pour pouvoir faire d'autres choses, hein, pour pouvoir faire aussi des presses, des présentations, enfin bref. Donc je ne vais pas vous faire l'apologie du dessin vectoriel, mais c'est un logiciel qui est quand même ultra puissant. Moi-même, je peux vous dire une chose, c'est que je n'en utilise pas le quart de la moitié du 12e la plupart du temps, mais il est vraiment ultra puissant et se bonifie avec l'âge parce que le seul inconvénient de Inkscape pour un usage quotidien, c'est que l'interface est un peu lourde et il y avait un vrai travail à faire au niveau de l'UI et surtout de l'UX. Et salut Fabien, salut Andy. Et je trouve que là, depuis quelques releases, Inkscape ont fait pas mal de travail sur le sujet. Ils ont corrigé énormément de bugs, évidemment. Ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités. Mais ils commencent à faire pas mal évoluer l'UX et l'UI du logiciel pour avoir quelque chose qui soit plus facilement utilisable, notamment pour les néophytes. Alors quand on est habitué, c'est comme GIMP, hein, ou comme d'autres logiciels un peu qui ont beaucoup de fonctionnalités. Eh bien, ces logiciels-là, toute leur puissance fait que l'interface peut être un peu parfois déroutante ou complexe à utiliser pour les néophytes. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que sur ces logiciels-là, on commence à avoir une vraie orientation orientée UX/UI pour le coup et rendre ça plus facile à utiliser pour les néophytes. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ce soft et que vous avez besoin de faire du dessin vectoriel, que ce soit sous Linux, Windows ou peu importe la plateforme, n'hésitez pas, téléchargez-le, utilisez-le, c'est vraiment un super soft, vraiment, et qui en plus après vous permet d'exporter bien sûr vos dessins en SVG, en tout ce que vous voulez en vectoriel, mais aussi exporter directement vos œuvres en PNG, etc. Donc c'est vraiment super soft. Et donc, alors Fabien, tu nous dis, le gros point chiant pour moi, c'est l'édition du XML. Tu as toujours un moment où tu as besoin de modifier la source du SVG, c'est foireux. Ouais, ça, c'est toujours un peu le problème, effectivement. Et tu nous dis que tu t'en servais pour faire des pistes courbes sous KiCad jusqu'à la version cet été qui permet enfin de les faire nativement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je me suis servi pas mal d'Inkscape, effectivement, pour faire du routage de PCB. Des routages simples, parce qu'effectivement, KiCad avait quelques limitations sur certaines choses. Et je me suis longtemps servi, il y a plusieurs années, d'Inkscape pour faire compléter le routage de mes PCB, parce que c'est quand même super pratique. Il offre quand même des outils de dessin vectoriel que les éditeurs de PCB n'ont pas forcément en natif, notamment si on veut rajouter un petit dessin vectorisé dessus, ce genre de choses, etc. Donc ça, c'est pour le coup, c'est vachement intéressant. Et donc, Michi, tu nous dis, moi j'en ai un usage basique, des vignettes YouTube et de posts. Ouais, tout à fait. Moi, c'est essentiellement pour ça que je fais, que j'utilise Inkscape. C'est pour faire quelques illustrations de temps en temps, retoucher une illustration vectorielle, faire des choses qui ont vraiment, pour le coup, là où le vectoriel a un véritable usage, quand on ne veut pas être limité sur tout ce qui est résolution, etc. Mais en tout cas, allez-y, faites-vous plaisir. Pour moi, le couple The Gimp et Inkscape, en termes de production, je dirais graphique sous Linux, moi ça fait partie de ma toolbox. Et pour le coup, comme je suis photographe, comme certains le savent aussi, moi j'utilise Darktable pour tout ce qui est développement de mes RAW. Mais ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on en rediscutera une prochaine fois. Et puis pour terminer, je voudrais parler d'un sujet qui est aujourd'hui un petit sujet polémique et revenir dessus pour m'en expliquer. Pour m'en expliquer un petit peu, parce que ça fait grand bruit il y a peut-être une semaine et demie de ça. C'était par rapport... alors attendez, je change de fenêtre. Voilà, c'était par rapport à l'application Elise, dont on en a pas mal parlé ces derniers temps. Pour différents sujets, effectivement, j'ai été taxé quelque part de quelqu'un comme étant quelqu'un d'assez véhément sur le sujet, que je comprenais pas, que c'était pas bien ce que je faisais du shaming sur Internet,
que je pointais du doigt ces jeunes, etc. Mais en fait, c'est pas du tout le sujet. Alors, je reviendrai pas sur le tweet qui avait déclenché pas mal de polémiques la dernière fois, mais j'ai posté ce tweet ce week-end parce que je trouvais intéressant que Elise, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone qui vous permet de voir un petit peu à la mode de Tinder, de voir est-ce que vous êtes plutôt compatible avec tel ou tel candidat à la présidentielle. Donc on vous expose quelques idées politiques et sujets de campagne des différents candidats et vous swipez, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Et à la fin, l'application vous propose un podium de 3 candidats qui vous permet de dire, bah voilà, vous êtes plutôt proche de tel ou tel ou tel candidat. Donc sur le fond, je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que c'est assez... alors je dirais peut-être pas novateur, mais je trouve que le fond de l'idée est vraiment intéressante. Parce que ça permet aussi aux gens de peut-être de se rapprocher un petit peu de la politique et d'avoir, avec un petit côté ludique, d'essayer de comprendre les programmes des uns et des autres, et aussi peut-être de se réintéresser un peu plus au programme justement des candidats, et de revenir un petit peu quelque part sur cette présidentielle qui va arriver bientôt, qui sera le 10 avril, jour de mon anniversaire, soit dit en passant. Et donc, je trouve l'idée vraiment originale et vraiment intéressante. Là où je suis moins en face, c'est qu'effectivement, alors on va reparler de Mathis Hamel, là, pour le coup, il y a plusieurs semaines, il avait détecté des failles de sécurité sur cette application, dans laquelle il pouvait accéder à la base de données, changer des datas, etc., notamment par rapport au programme des différents candidats. Donc ça, c'était, à la rigueur, c'est une faille de sécurité qui est quand même importante, mais bon, c'était pas trop grave. Mais le problème, c'est que cette application, à un moment donné, captait des données personnelles des utilisateurs et donc les enregistrait. Et ces données personnelles, quelque part, avaient à terme potentiellement vocation à être revendues sous une forme ou sous une autre, justement à des clients qui y seraient intéressés. Je ne saurais pas dire plus parce que vraiment les créateurs de l'application ne s'étaient pas plus étendus sur le sujet. Mais ce que je trouvais grave sur le sujet, c'est que l'application finalement n'était pas assez sécurisée, parce que effectivement les développeurs étaient peut-être trop jeunes pour pouvoir aborder un sujet aussi risqué, aussi touchy, que gérer des informations personnelles reliées à des idées politiques, etc. Donc bon, je ne vous refais pas l'histoire, vous trouvez tout ça sur Twitter, sur Internet, il y a beaucoup de journaux qui en ont parlé. Et ça a déclenché quand même pas mal de remous du côté donc, des auteurs de cette application. Et la CNIL a commencé à vouloir s'y intéresser pour contrôler est-ce qu'ils respectent le RGPD, etc. etc. Donc je pense que les auteurs ont pris un peu peur. Ils ont décidé donc de supprimer toutes les données personnelles relatives à ce qui avait été saisi dans l'application et de mettre l'application en open source. Et donc c'était un sujet, je trouvais déjà le geste plutôt pas mal, mais je pense que le geste a été prématuré de mettre ça en open source. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, les développeurs sont jeunes, ils sont étudiants, pas nécessairement dans une filière informatique, ne sont pas forcément, comment dire, bien au fait des usages qu'on peut avoir dans le monde de l'open source, parce que qui dit ouvrir un projet en open source dit, notamment sur GitHub, dit ça veut dire aussi gérer les issues, gérer éventuellement les pull requests, l'aspect de licence qui a été résolu lors de l'import, mais qui n'était pas au début. Et je pense que les auteurs sont un peu dépassés par ça, parce que ce que j'ai constaté ce week-end, c'est qu'il y a eu des releases qui ont été publiées sur les stores, notamment le store de Google, pour le coup, vous voyez, donc le 1er février. Or, le dépôt ne bouge pas, et je pense que ça va un petit peu à l'encontre de l'idée même de l'open source, c'est de se dire comment je peux contrôler, finalement, quelque part, cette application, le code source de l'application, vis-à-vis de ce qui est publié sur les stores. Donc aujourd'hui, on n'a pas de numéro de version sur le GitHub, on n'a pas de quoi se raccrocher par rapport à un numéro de version qui est publié sur le store. Or là, effectivement, sur la publication du 1er février, ce qu'on voit dans le changelog, c'est un laconique correction.
ou correction de bug, je ne sais plus comment c'est noté. Et quelque part, ça me gêne un peu parce que j'ai le sentiment qu'il y a une volonté effectivement de vouloir faire plaisir quelque part à la communauté et d'éteindre le feu quelque part qu'il y avait autour de l'application, que je le rappelle, et je pense que c'est une super idée, hein. Alors pour Andy, c'est l'application Elise. Mais pour autant, je pense qu'ils ont ouvert ça en open source sans comprendre vraiment les fondements de l'open source et de comment ça marche. Et quelque part, je les sens un petit peu dépassés par rapport à ce sujet. Et des gens se posent des questions. Moi, le premier, enfin peut-être pas le premier, mais en tout cas, j'en fais partie des gens qui se posent des questions. C'est est-ce que le dépôt Git va continuer à vivre et est-ce qu'ils veulent prendre les contributions? Rien n'empêche non plus effectivement d'avoir un dépôt Git pour lequel il y a plein de projets open source qui font ça, qui disent on vous met le code source à disposition, par contre on ne prend pas les contributions, on prend éventuellement les issues, mais on ne prend pas les pull requests. Et donc là il y a beaucoup de gens qui ont proposé des pull requests, soit d'amélioration, ou qui se posent des questions justement par rapport aux publications de release qui ne se reflètent pas forcément dans le dépôt. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'application n'est pas rattachée non plus à un site internet ou un blog, il y a un petit manque de communication qui fait que ça crée un peu de la confusion autour de ça. Et je pense que c'est important de ne pas avoir de confusion. Et c'est ça que je voulais exprimer dans mon tweet et ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Pourquoi? Rappelez-vous le scandale Cambridge Analytica lors des élections présidentielles américaines il y a quelques années, il y a 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus exactement, enfin bref. Quelque part, là, on touche quand même à des données qui sont ultra sensibles, des données personnelles. On touche aussi au fait qu'on peut influencer le choix des gens. Donc, c'est quand même une application qui n'est pas neutre sur le sujet. Et je pense qu'il faut avoir une communication qui soit extrêmement claire et faire preuve de beaucoup de transparence sur le sujet. Et je ne dis pas qu'ils ne le font pas, de preuve de transparence, mais je pense qu'ils sont peut-être un petit peu dépassés par rapport à cette application. L'engouement que cela suscite et aussi les responsabilités qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, parce que ça donne aussi un grand pouvoir d'orientation politique. Ça a été un sujet qui a été plusieurs fois levé par différents journaux et différentes personnes sur Internet. Et donc ce pouvoir implique évidemment une grande responsabilité par rapport à ça et une grande transparence. Voilà. Donc je voulais juste revenir là-dessus. Au contraire, les gens pensent que j'attaque les auteurs souvent sur ce sujet, mais je ne les attaque pas. En fait, moi, je me pose beaucoup de questions pour lesquelles aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, comme beaucoup de gens. Et comme vous le savez, je suis quand même assez impliqué dans le monde du logiciel libre et l'open source. Je pense que, à la rigueur, presque il aurait mieux valu faire preuve de transparence sur ce qu'ils ont fait, etc., mais peut-être pas publier l'application open source. L'open source, quelque part, peut apporter une garantie supplémentaire, mais c'est pas une décision à prendre, une fin en soi, et qui ne correspond pas forcément à tous les cas d'usage. Et je pense que s'ils veulent continuer à maintenir quelque part leur bébé, puisque c'est leur bébé, hein, à maintenir leur bébé, le faire évoluer, etc. L'open source apporte aussi une forme de contrainte par rapport à ça, parce qu'il faut répondre à la communauté, prendre ou pas les pull requests, gérer les issues, etc. Donc, ouais, exactement, Michel, hein, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est pas pour rien que je le dis. Et c'est voilà. Donc je voulais revenir là-dessus. Moi, j'ai pas d'animosité par rapport aux auteurs ou quoi d'autre, mais je vois qu'effectivement, il manque un petit peu d'expérience par rapport à ça. On le voit par rapport à ce qu'il y a dans le dépôt, leur façon de développer. Par contre, je trouve que c'est une super idée et il faut qu'ils battent le fer tant qu'il est chaud par rapport à ça. Beaucoup de personnes se sont portées volontaires pour leur donner un coup de main. Malheureusement, jusqu'à présent, pour l'instant, c'est resté lettre morte. Il n'y a guère que Matisse qui finalement a réussi à leur donner un coup de main quand il y avait des failles de sécurité et a réellement réussi à rentrer en contact avec eux pour les aider. Mais pour le reste, pour l'instant, ça reste un petit peu en mode stand-by. Donc j'espère que ça ne durera pas, ou en tout cas qu'à un moment donné, ils communiqueront et que ça créera réellement une communauté autour de cette application qui, soit dit en passant, je pense qu'elle ne peut pas que servir pour les présidentielles, mais aussi pour les autres types d'élections. Ça peut être les législatives, les régionales, etc. Donc je pense que il y a un truc, ils tiennent un truc. Et je pense qu'il faut bien aborder le sujet et qu'ils s'entourent des bonnes personnes pour les aider à adresser les sujets techniques pour que le sujet finalement non technique, le sujet fonctionnel, politique, puisse être bien adressé. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu des sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Alors Fabien me dit, est-ce que le code qui calcule de quel candidat tu es le proche est open? Ou alors normalement oui, tout est dans le code. Pour autant, comme je le disais, entre ce qu'il y a dans le dépôt Git et ce qui est publié sur les stores, je ne saurais pas te dire si c'est le même code pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de numéro de version auquel se raccrocher, on n'a aucune possibilité, aucune information qui permet de nous dire
ce qui est sur le store d'Apple ou le store de Google, ça correspond à tel tag dans le dépôt. Et ça, quelque part, je pense que c'est embêtant, d'autant plus que là, on voit qu'il y a une publication d'une release le 1er février, et le dépôt, lui, par contre, n'a pas bougé depuis 13 jours. Donc, en fait, c'est un petit peu embêtant, quoi, quelque part. Mais voilà, je ne désespère pas que tout ça retombe bien dans le bon, dans de bonnes pratiques. Oui, tu dis effectivement, il y a des DS Store partout. Je l'avais d'ailleurs noté dans une issue, et je pense que ça aussi, ça montre bien à quel point ils sont peut-être pas en maîtrise de Git et de GitHub, enfin des outils de versionning. Parce qu'effectivement, il faut rappeler que les fichiers .dstore, ça vient des environnements Mac. Ce sont des fichiers de cache qui peuvent contenir éventuellement des informations. On pourrait imaginer que ça puisse contenir des informations qu'on ne voudrait pas voir sur un dépôt. Comme des fois un commit malheureux, et hop, on fait partir une clé privée sur un dépôt. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement là-dessus. Et donc, si un jour ils nous voient et ils voient mes tweets, ou ils me voient ce Twitch, etc., bah, j'encourage les auteurs soit à me demander conseil, soit à demander conseil aux gens de la communauté open source, notamment ceux qui sont manifestés sur leur dépôt Git. Donc, que je mets d'ailleurs ici directement à l'écran. Donc c'est github/François-Marie/Elise. Donc François-Marie, c'est le développeur. Donc je pense que voilà, si vous voulez aller voir le code pour voir comment c'est fait, etc. Bien évidemment, on s'était un petit peu moqué d'eux parce que il y avait des endroits où ils faisaient des ifs imbriqués sans utiliser de boucle, etc. Bon, on va passer sur les défauts. C'est pas ça, je pense, le fond du problème. Le fond du problème, c'est plutôt tout ce qui est autour de l'application. Voilà. Je ne sais pas si vous avez si vous avez des sujets, si vous voulez changer là dans les 3 minutes qui nous restent, comme ça, et sinon on va pouvoir clôturer ce premier Twitch. En tout cas, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de voir ici dans le chat participer à ce Twitch. J'essaierai de faire ça. Alors, je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines, mais peut-être une semaine sur 2, sachant qu'effectivement, pour moi, le lundi, alors ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de job assez récemment. Je suis maintenant dans une boîte dans le domaine du jeu vidéo. Pour l'instant, le nom de la boîte n'est pas annoncé, mais ça viendra dans plusieurs semaines, dans quelques semaines. Et donc, j'ai décidé aussi de réduire mon temps de travail à 80%, justement pour avoir mon lundi, pour pouvoir faire des Twitch, participer à des confs, faire des choses, je dirais, des activités un petit peu plus extrascolaires qui vont me permettre de plus me concentrer justement sur ces choses-là, les Twitch, Twitter, les confs, tout ça, etc. Donc écrire des talks, et exactement Fabien, exactement. Et donc si Fabien dit ça, c'est qu'on a le plaisir de vous annoncer que lui et moi, on a été retenus à Devoxx. Donc grosse pression parce que grosse conf, donc on est super content d'avoir été retenu, mais maintenant on se dit ah zut, on a été retenu, il va falloir qu'on assure sur notre talk. Donc on a un super talk à écrire, donc notamment vis-à-vis du Twitch qu'on avait fait il y a quelques semaines sur la représentation des nombres en informatique. Donc on est parti de ce sujet, on a proposé un talk, et donc maintenant on va devoir assurer pour présenter ça devant des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui vont venir nous juger sur pied, si je peux dire. En tout cas, on est super contents. Voilà. Et donc, il est l'heure. Il est 12h59. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce Twitch. Et puis, n'hésitez pas à venir continuer soit à échanger dans le chat, soit à venir échanger sur Twitter, parce que c'est principalement là que je suis. Et puis, je vous dis à une prochaine fois, peut-être soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.